peux le demander s'il voit l'écran. CP, est-ce que vous voyez l'écran? Vous voyez l'écran? Oui, oui. Je vois l'écran. Oui, frère. Je vois l'écran. Oui, 5 sur 5. Les dernières heures Oui, ok. ont été marquées par les dizaines de grâces présidentielles accordées dans la nuit. Parmi elles, celle de son ex-conseiller, l'idéologue suprémaciste Steve Bannon, tout un symbole. La 6e nuit des Tunisie, à Tunis, mais aussi à Sidi Bouzid, les différents micros. Fermez, coupez les différents micros, s'il vous plaît. Coupez les différents micros, chers collègues, s'il vous plaît. Le cours va bientôt commencer. Voilà. Donc, je commence d'abord par dire bonjour à tout le monde et faire une petite observation par rapport au travail, le travail dirigé que l'on vous a donné et que la plupart ont bien travaillé. C'est déjà une bonne chose. Et il y avait certaines notions qui, en principe, n'étaient pas encore abordées, mais que nous avons essayé donc de présenter dans le cadre donc de ce travail dirigé. C'était en vue de voir comment est-ce que vous allez vous y appliquer et faire aussi un peu plus de recherche. C'est déjà satisfaisant ce que nous avons eu à parcourir comme résultat. Voilà, donc nous avons terminé complètement avec notre chapitre premier et nous avions par la suite abordé le chapitre 2 où les notions sur la représentation graphique ont été... Et après la représentation graphique, nous avons au point de donc démarrer avec donc trois plutôt. Nous avons commencé avec la statistique descriptive univariée. Et dans cette partie, la statistique descriptive univariée, nous avons déjà eu à parcourir ensemble avec certaines valeurs typiques de tendance centrale, dont notamment nous avons parlé de la moyenne arithmétique. En dehors de la moyenne arithmétique, il y a d'autres types de moyennes qui donnent des valeurs qui sont assez proches de la moyenne arithmétique, mais dans la plupart des cas, dans plusieurs cas d'espèces ou soit des situations, on utilise généralement la moyenne arithmétique. Il y a certains cas, par exemple dans le compte de certaines applications spécifiques en informatique, par exemple, ou peut-être en théorie, en théorie donc de l'information, parfois on arrive à pouvoir utiliser micro ouvert. Il y a certaines autres moyennes comme la moyenne et la moyenne harmonique qui sont de temps à autre utilisées, mais qui donnent des valeurs un peu plus proches. Parfois, on essaye de calculer ces autres donc, moyennes en vue de pouvoir comparer effectivement l'écart qui se présente entre les différentes moyennes. Mais pour des applications de genre études sur terrain, où on doit prélever des données et étudier donc comment on peut couper quand même ce micro, ça ne peut pas. Est-ce qu'on peut couper le micro qui est ouvert jusqu'alors et qui a des véhicules passant à côté Voilà, donc nous avons, comme je le disais, parlé de la moyenne arithmétique et il y a la moyenne pondérée. La moyenne est souvent utilisée, c'est quand une fois on a fait à des observations. Est-ce que... Qu'est-ce qui ne va pas? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Josué. Oui, Prof. Angèle, apparemment vous êtes connecté dans les liens de Master 1.
Il faut vous connecter au lien que je viens de Non, vous c'est envoyer dans vrai, le c'est groupe. Là. vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Désolé. Il Ouais. faut que je reparte. Parce que, vous Oui, savez, je viens de vous envoyer les liens là, les liens de Master 2. sur mon mail, hein? Non, non, dans le WhatsApp. Que j'envoie dans le mail. On va sur les deux, s'il te plaît. Pardon? Le 2, hein? On va sur les deux, oui, parce que ça s'enchaîne tellement que je suis un peu... Ok, C'est possible, d'accord. non? Oui, oui. Merci. Bon, donc nous pouvons reprendre. Hein. Je suis en train de faire un peu la synthèse en disant que nous avons commencé l'avant-dernière séance avec la présentation de certains paramètres que nous appelons les valeurs typiques. Et nous avons commencé avec les valeurs typiques d'ordre central, c'est-à-dire les variables qui sont positionnées autour donc de la valeur qui est au milieu, donc qui partage les différentes données, donc de manière donc c'est un peu comme le centre de gravité, hein, pour aborder un peu les aspects sur le plan quelque peu physique, c'est un peu comme le centre de gravité, c'est la valeur qui est, les différentes valeurs qui permettent de pouvoir représenter de manière centrale toutes les autres valeurs de la distribution. Et notamment, nous avons parlé de la moyenne, avec la moyenne arithmétique donc, que nous avons choisie. Et à part ça, il y a la moyenne pondérée, où chaque classe qui est constituée de plusieurs effectifs, les effectifs là pourront être définis comme étant la pondération, ou encore nous pouvons avoir affaire à des situations où chaque valeur que la variable est en train de prendre peut être définie avec un certain poids. Et c'est comme ça que nous avons parlé de la moyenne pondérée. Après ça, nous avons abordé la notion de mode. Quand nous avons affaire à une distribution et que cette distribution-là est constituée de plusieurs valeurs, donc il y a une valeur de la distribution qui peut être répétée à plusieurs reprises. Les modes, donc, il s'agit tout simplement de la valeur qui a la fréquence la plus élevée ou l'effectif le plus élevé qui est répété plus que les valeurs, c'est cela qui constitue les modes. Et si nous avons par exemple 2 ou 3 valeurs ayant le même nombre de répétitions ou soit d'effectifs, et que c'est ça la valeur supérieure à d'autres valeurs de répétition ou d'effectifs, alors à ce moment-là, on peut parler de multimodal, c'est-à-dire nous avons affaire à une distribution multimodale où nous avons peut-être 2 modes à la fois, ou soit 3, ce sont des cas que l'on peut rencontrer. Et il y a des situations que nous avons même dit qu'on peut avoir une distribution où le mode n'existe pas. Et ce sont des situations où, justement, toutes les valeurs que la variable est en train de prendre sont répétées, donc suivant la même proportion, dans la même fréquence de répétition est constatée chez chaque valeur, sur chaque valeur plutôt que prend la variable. Et là, alors, on dira que nous avons affaire à une distribution qui n'a pas de mode. Et nous avons ensuite parlé donc de la médiane. La médiane, c'est la valeur qui est pratiquement au centre de la distribution. Il suffit de pouvoir classer, n'est-ce pas, toute la distribution par ordre croissant et c'est la valeur qui se présente au milieu de cette distribution-là où nous avons 50% d'observation à gauche et 50% d'observation à droite et la valeur qui est au milieu, là, c'est cette valeur-là qui est considérée comme la médiane. Et dans le cas où nous avons affaire à une distribution constituée de nombres, donc nombres pairs, dans ce cas-là, on doit, au milieu, donc le milieu de la distribution, on prend les 2 valeurs adjacentes et on calcule leur moyenne arithmétique en additionnant ces 2 valeurs et ce qui nous donne effectivement la valeur de la médiane. En dehors de la médiane, nous avons aussi parlé des autres
valeurs typiques autour de la médiane, c'est comme les quartiles. C'est-à-dire, quand on parle de quartiles, c'est pour tout simplement dire que la distribution est divisée par 4. À 25, quand nous avons 25% d'observation à gauche, ça juste au niveau du 25e élément, donc dans la distribution, 25% plutôt des distributions des éléments, c'est là que nous trouvons le premier quart. Et on note ça x1 quart. Et nous avons la médiane qui est considérée comme le deuxième quartile, qu'on note x1 demi. Et puis il y a le troisième quartile qui est le x3 sur 4. Voilà, ce sont les différentes valeurs qui sont aussi souvent, le plus souvent, donc on utilise ces éléments-là en vue de voir comment est-ce que le variable se comporte sur certaines valeurs déterminées, donc des valeurs spécifiques dans la présentation donc de la distribution. Et comme par exemple le premier quartile, donc nous avons dit qu'on a 25% d'observation à gauche et 75% d'observation à droite. Et à ce niveau-là, on essaie de voir quelle est la valeur qui prend dans ces cas-là la variable. La valeur est égale à combien pour cette variable-là? Et ensuite, nous avons l'interquartile. Donc, quand on parle d'interquartile, il s'agit tout simplement de la différence entre le troisième quartile avec le premier quartile, c'est-à-dire x3 sur 4 moins la valeur de x1 sur 4. Et donc, avec ça, on a tout simplement, c'est dans cet intervalle-là, 50% d'observation de valeurs qui sont autour de la moyenne, c'est-à-dire autour des valeurs typiques qui sont des tendances centrales. On essaie de voir le 50% des valeurs qui sont autour de la moyenne, quel est le comportement autour de la distribution, quel est donc la qualité. Donc, ah oui, ça va, le message est parti. Hein. Ah, donc, il y avait un message de la qualité mauvaise. Bon, je disais ceci qu'avec l'interquartile, on a 50% de la distribution qui est au milieu, autour donc des paramètres donc centrales, c'est-à-dire autour de la médiane. On essaie de voir un peu les comportements autour donc des 50% vers le centre. Et nous avons terminé donc avec ces valeurs typiques donc, qui sont à tendance centrale. Et maintenant, là, nous allons commencer avec les variables typiques des dispersions. Donc, nous allons assez rapidement aborder ça. Les notes, avec ce qu'on vient de vous partager, vous vous rendrez compte qu'il y a quand même des aménagements, des petits aménagements pour pouvoir mettre un peu de l'ordre. On a nettoyé les fichiers que vous avez été envoyés au départ. Voilà. Et ici, maintenant, nous avons les valeurs typiques de dispersion. Non, il est important de pouvoir donc avoir la tendance des données qui ont été recueillies, hein, donc après collecte sur terrain. Une fois qu'on a déjà classé, on a même défini les données sous forme d'un tableau en déterminant dans certains cas les différentes classes avec leurs intervalles, ainsi de suite, et les effectifs par classe si c'est le cas pour le variable continu, donc le cas où nous avons affaire donc à une distribution donc continue. Et dans ces cas, il est important donc de pouvoir, après avoir calculé le variable donc les valeurs typiques à tendance centrale, il faudrait ensuite voir la dispersion autour de ces valeurs centrales. C'est important de voir est-ce que les différentes valeurs sont concentrées autour de la moyenne ou encore ces valeurs-là sont vraiment dispersées. Il y a un grand écart
entre la moyenne et les valeurs extrêmes. Et donc, c'est important de pouvoir, à travers une étude, voir effectivement comment le comportement des données qui ont été recueillies se présente. Et c'est comme ça que nous avons comme première valeur typique de dispersion, c'est l'étendue. D'ailleurs, nous avons déjà eu à utiliser ça à plusieurs reprises, même pour pouvoir arriver à représenter une distribution continue avec variable continue. Nous avons effectivement dans la formule, pour déterminer l'amplitude, il fallait donc commencer par déterminer le nombre de classes et nous avons donc fait intervenir l'amplitude, donc l'étendue également. L'étendue qui définissait donc la différence entre la valeur la plus élevée dans la distribution moins la valeur de la distribution. C'est là qui nous a permis d'avoir l'étendue. Effectivement, à partir de cette étendue-là, pour avoir l'amplitude, on avait fait juste étendue divisé par n'est-ce pas, le nombre de classes. Ça, c'était pour avoir l'amplitude, c'est-à-dire la valeur de l'intervalle qui devait constituer donc chaque classe. Et nous avons donc comme inconvénient, c'est-à-dire qu'ici, on ne fait pas intervenir les autres valeurs de la distribution parce qu'on peut dans certains cas avoir quelques valeurs qui s'échappent, qui seront des valeurs extrêmes, qui peuvent être définies comme la valeur minimale de la distribution, soit la valeur maximale de la distribution, pendant que ce ne sont que les deux valeurs-là qui s'éloignent des autres valeurs qui constituent donc les nuages de points, c'est-à-dire l'ensemble des points qui ont été recueillis donc dans la collecte des données. Et donc ici, ça ne donne pas une information tout à fait intéressante et c'est pour cette raison-là qu'on n'utilise pas assez souvent l'étendue pour pouvoir vous étudier la dispersion donc des valeurs qui ont été recueillies autour donc d'une variable étudiée. Et nous avons la distance interquartile, c'est-à-dire l'intervalle entre les deux quartiles, c'est-à-dire premier quartile et troisième quartile. C'est la différence entre les deux qui nous donne, comme vous l'observez dans la formule qui est là, interquartile, donc ça nous donne troisième quartile moins premier quartile. Et c'est cela. Donc, ceci nous permet de pouvoir avoir une idée sur la manière dont la dispersion est donc est concentrée autour de modes, c'est-à-dire l'écart qui est défini entre, n'est-ce pas, les 50% d'observations qui sont définies entre, n'est-ce pas, les premiers quartiles ainsi que le troisième quartile. Parce qu'à l'intérieur de ces deux valeurs typiques, nous avons 50% d'observations. À gauche, il reste 25 et à droite du troisième quartile, il reste 25% d'observations. Et sur les 50% d'observations, on peut voir quel est l'écart qui est défini. Nous avons comme autre valeur donc typique de dispersion, il y a la variance. La variance est vraiment très bien connue et avec sa racine carrée qui est l'écart type. Donc, la variance, comme vous l'observez là, c'est tout simplement, n'est-ce pas, la moyenne, hein, comme vous voyez là, s'il y a la somme qui est divisée par n. Le n, ici, c'est la taille de l'échantillon. Donc, ici, il s'agit tout simplement d'une somme divisée par la taille de l'échantillon. C'est comme ça qu'on parle de la moyenne. Mais c'est la moyenne de quoi? La moyenne du carré. Donc, la différence qui est entre les dites valeurs de la série avec la moyenne, on élève ça, n'est-ce pas, à 2. Sur le plan de la physique,
on appelle ça moment d'inertie. C'est tout simplement les moments d'inertie d'ordre 2. Les moments d'inertie d'ordre 2. Et d'ailleurs, même dans certaines situations, on ne calcule pas seulement la variance en faisant la différence entre la valeur observée moins la moyenne de chacune de ces valeurs-là observées, mais on peut aussi calculer cette variance ici en fonction donc de la médiane. Il suffit de remplacer effectivement la moyenne avec la médiane. Et donc là, ça nous donne une idée sur les moments d'inertie ou soit la distance qui est définie d'ordre 2 entre, n'est-ce pas, les différents points. Parce que ici, les valeurs de la série statistique, quand nous sommes sur une droite finie, c'est-à-dire un intervalle de droite allant de 0 jusqu'à plus l'infini, le x, y sont des valeurs qui ont été recueillies sur cette droite. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans les plans. Nous sommes dans la statistique descriptive univariée. C'est-à-dire on n'est pas dans le plan, mais on est sur une droite. Les différentes valeurs qui représentent les x, y qui sont donc placées sur la droite, et ici, par rapport à une valeur définie sur cette droite-là qui est considérée comme la moyenne, on essaie de prendre la distance, donc la différence qu'il y a entre chacun de ces points-là avec la moyenne qui est au centre. Donc, nous avons la variance simple qui est définie. Ça, c'est quand une fois nous avons affaire à une distribution simple qui n'est pas pondérée. Dans le cas où nous avons affaire à une distribution pondérée, donc là, nous avons la variance pondérée où on essaie de faire intervenir, n'est-ce pas, l'effectif de chaque classe. Nous avons affaire, dans le cas des variables donc pondérées, nous avons vu la moyenne pondérée où donc ceci, dans ce cas-là, si nous sommes dans l'esprit donc des variables continues, le x, y représente ici le centre de classe et le NI présente la fréquence ou soit l'effectif d'individus dont la valeur est dans l'intervalle qui nous a permis de trouver le centre de classe qui est XI qui est là. Donc, nous allons y revenir avec un exemple qui est donné vers la fin. Et ils savent tous très bien que le NI ici constitue l'effectif, n'est-ce pas, de chaque classe. Et comme nous avons un total de K classes, K classes, c'est-à-dire dans le cas où nous avons affaire tout simplement à une valeur qui est définie avec un certain poids, alors dans ce cas-là, nous allons considérer que le NI est dans ce cas-là comme la pondération. Mais dans le cas où nous avons affaire à une distribution à plusieurs classes, alors pour chaque classe ici, le NI représente les effectifs de la classe ou la fréquence, le nombre de fois que la valeur est répétée dans cette classe-là. Et donc, la somme de NI donne, n'est-ce pas, la taille de l'échantillon. Le petit n, c'est la taille de l'échantillon. Exactement. Donc, nous avons les deux formules. La première formule qui est là est utilisée dans le cadre de la variance simple, où on n'a pas affaire à des valeurs qui sont pondérées. Et la deuxième formule ici, c'est dans le cas où nous avons affaire à une variance plutôt pondérée. La variance pondérée, c'est la variance qui est utilisée dans le cas où nous avons affaire à des données qui sont groupées, où nous avons effectivement chaque groupe qui définit une classe. Et pour chaque classe, il y a un effectif associé. Voilà, donc nous pouvons passer au diapo suivant. Donc, la variance donne généralement une valeur assez élevée. Comme la
variance est toujours définie avec le carré de la différence entre la valeur observée moins la moyenne de toutes les valeurs observées. C'est l'écart qui est calculé quand on élève ça au carré, en additionnant toutes ces valeurs qui sont placées au carré. Généralement, la variance nous renvoie une valeur assez importante, une valeur assez élevée. Et c'est pour cette raison-là que, sur le plan pratique, on préfère beaucoup plus prendre sa racine carrée. La racine carrée donc de la variance, c'est ce qui nous donne, n'est-ce pas, l'écart type. Et si vous observez là, la valeur de la racine carrée ne peut exister que dans le cas où S carré est positif. Si S carré n'est pas positif, dans ce cas-là, la racine carrée ne va pas exister. Il faudrait aller maintenant dans l'ensemble des nombres complexes. D'où, par conclusion, vous pouvez observer avec moi que le S carré ne peut jamais être négatif. Ça sera toujours une valeur positive. Ça sera toujours une valeur positive. D'autant plus que d'ailleurs, même si la valeur de xi est inférieure à la moyenne et qu'en faisant la soustraction, on trouve une valeur négative, mais le carré qui est là va nécessairement ramener ça pour en faire une valeur positive. Donc, nous avons l'avantage que nous avons pour cette valeur typique. La valeur typique ici, qui est l'écart type, est assez intéressant parce que ça prend compte de toutes les unités, soit toutes les données qui ont été définies dans le tableau. Ce qui n'était pas le cas avec l'étendue ou soit l'interquartile, qui ne prenait que quelques valeurs en considération. Mais ici, on tient compte pratiquement de toutes les valeurs de la distribution. Et la particularité aussi est que ici, la variance porte pratiquement la même unité de référence. Si par exemple, nous avons affaire à l'âge qui est comme la variable étudiée et que cet âge-là est présenté en forme, plutôt en termes de ans, ou soit année, dont la personne a déjà totalisé. Et à ce moment, donc, l'écart type aussi sera défini en fonction du nombre d'années. C'est-à-dire, ça sera par exemple 15 ans, 20 ans ou 5 ans, ainsi de suite. Et nous avons ensuite comme autre paramètre donc valeur typique de dispersion, il y a les coefficients de variation. Vous allez voir que ces coefficients de variation est aussi utilisé dans le cas donc de statistiques descriptives bivariées. Donc, dans le cas où nous avons affaire à deux variables différentes comme variable x et variable y, x qui peut représenter par exemple l'âge et y qui peut représenter par exemple la taille. Si on veut étudier, donc nous allons y revenir, on veut étudier par exemple la corrélation qui pourrait exister entre l'âge et la taille, alors à ce moment-là, on peut utiliser aussi les coefficients de variation pour voir le lien établi donc entre les niveaux de corrélation établis entre ces deux variables. Voilà, donc ici, nous avons le coefficient de variation qui est tout simplement le rapport entre l'écart type divisé par la moyenne. Ça, c'est x bar. X bar qui ne s'affiche pas très bien. Mais assez souvent, comme ce sont des valeurs qui sont définies en dessous de des zéros, alors on multiplie ça généralement par 100 pour trouver ce que ça représente en pourcentage. Et donc, si une fois nous trouvons que les coefficients de variation qui a été calculé à la suite des opérations de calcul est supérieur à 17%, alors on peut tirer la conclusion de dire que la dispersion est forte. Donc, il y a les valeurs qui sont éloignées de la moyenne. Il y a beaucoup de valeurs qui sont éloignées de la moyenne. Et il n'y a pas une bonne répartition donc des données.
Si par exemple il s'agit de données sur les salaires, comme par exemple dans notre pays où nous savons qu'il y a une véritable dispersion entre une catégorie de personnes par rapport à d'autres, et nous pouvons que retrouver un coefficient de variation supérieur à 17%, et donc même au-delà même de 40-50%, parce qu'il y a une très forte dispersion quant à ce qui concerne la politique salariale. Nous passons maintenant à l'exemple de calcul de la variance de l'écart type et du coefficient de variation. Je vais quand même agrandir le tableau qui est là pour permettre de bien voir les différentes valeurs qui constituent donc notre tableau. Les valeurs de départ sont les deux colonnes, sont ces deux colonnes ici qui constituent les valeurs de départ. Et les deux colonnes ici s'obtiennent de quelle manière? Nous avons donc affaire d'abord à une distribution des données ou encore une série statistique. Et avec cette série statistique, il nous a suffi de commencer à grouper les valeurs qui ont été donc retrouvées sur cette série statistique, de valeurs qui sont contenues dans l'intervalle 20 à 25, 25 donc exclu. C'est-à-dire c'est un intervalle ouvert à droite, fermé à gauche. C'est un intervalle qui est... Oui, je vous en prie. Mais on n'a pas... je vous écoute. Professeur, on n'a pas votre dia. Vous n'avez pas quoi? Votre dia, nous ne voyons pas ces valeurs-là, professeur. Ah bon? Votre diapositive. Mais chez moi, je vois. Chez nous, on ne voit pas ces dias. Peut-être que vous n'avez pas partagé. Je ne sais pas. Nous, on voit. Moi, j'en ai. Moi également, je vois. C'est que c'est un problème de connexion. Chez moi, ça apparaît. Oui, c'est un problème de connexion chez notre ami. Il n'a qu'à chercher cette solution. Voilà, donc nous avons affaire à un tableau. Ce tableau ici a été constitué à la suite des observations qui ont été recueillies. Tout est parti donc des observations qui nous ont donné notre base de départ, notre base de données. Hein, c'est ce que nous appelons également série statistique. Il y avait 150 observations possibles des valeurs qui ont été prises sur un échantillon de 150 personnes. Et de ces valeurs qui ont été recueillies, on s'est rendu compte que des personnes dont l'âge va de 20 à 25 exclus, c'est-à-dire 24 et quelque chose, ces personnes-là ont été répertoriées et elles étaient au nombre de 9. Et de ces 150 personnes qui ont été interrogées, dans la distribution, on a compté les valeurs comprises entre 25 inclus et 30 exclus. Dans cet intervalle, c'est-à-dire les 26, le 27, le 28, le 29 sont à l'intérieur. Donc, on a pu retrouver 27 fois ces valeurs-là qui ont été répétées. Et dans l'intervalle 30 à 35, il y a eu 36 répétitions, ainsi de suite. Comme ça qu'on a pu construire ces tableaux ici. Par rapport au nombre de classes, naturellement, on a dû utiliser la formule de style. Donc, ici, en principe, nous avons arrondi en excès pour avoir un total de 8 classes. Donc, on a pu, en arrondissant par excès, avoir un total de 8 classes. Et l'amplitude, c'est tout simplement, on a pris, n'est-ce pas, l'étendue. L'étendue, c'est la valeur max moins la valeur min. Ça va nous donner 40. Et puis, on divise par le nombre de classes qui est 8. Et c'est comme ça que l'amplitude des classes est de 5. Et nous avons, après avoir constitué ces tableaux ici,
on ne peut pas travailler avec les intervalles. Et c'est comme ça qu'on travaille avec le centre de classe. Il suffisait de ne pas prendre la somme de 2, ça fait 45, divisé par 2, ça fait 22,5. Également, ça, c'est le centre de la classe suivante, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a pu obtenir le centre de classe. Ce sont ces centres de classe-là qui sont des valeurs considérées comme les valeurs à utiliser pour des opérations de calcul. Le XI et le NI ici constituent donc la fréquence. Ici, il s'agit de fréquence absolue ou soit effective de chaque. Et maintenant, là, il nous faut, déjà partant de la représentation où nous avons affaire à des fréquences absolues, nous devons considérer que nous sommes déjà dans le cas où nous aurons affaire à une variance pondérée. La moyenne pondérée et la variance pondérée, voilà les différents éléments qui doivent être calculés. Et ici, nous avons pour ce qui est de la moyenne c'est tout simplement égal à 1 sur petit n, somme de x, donc xn multiplié par in, c'est-à-dire in multiplié par xn, on fait la somme de tout ça. Et c'est ainsi que nous avons commencé par faire le produit de chaque NI par le XI pour trouver sa valeur qui est donnée là. Nous avons calculé ça pratiquement pour chaque classe. Et pour pouvoir maintenant trouver la moyenne, il a suffi de faire la somme de ces X, de ces NIXI. La somme nous donne 5325. C'est cette somme ici qui, divisée par 150, nous donne directement la valeur de la moyenne pondérée. Cette valeur de la moyenne-là qui devra chaque fois être utilisée là-bas. Et donc, on va à chaque niveau prendre centre de classe qui est le XI moins la valeur de la moyenne qui a été trouvée. Et donc, une fois que la moyenne, je crois que nous avions eu à calculer ça dernièrement là. Et si je ne m'abuse, cette moyenne-là devait nous avoir donné, je mettais, pour le même exercice là, nous avons trouvé comme valeur de la moyenne, c'était, bon, je n'ai pas, je crois, la moyenne c'était 35,5, ok? Le 35,5 que nous avons trouvé comme valeur de la moyenne, si vous prenez 32,5 moins 35,5, ça nous donne effectivement moins 13. Et également, 27,5 moins 35,5, ça donne moins 8. Et c'est comme ça qu'on a dû retrouver les différentes valeurs qui sont là. Et ici, chaque différence là devra être élevée à la puissance 2. Calcule donc sa valeur exposant 2. Et c'est comme ça que 13 au carré, ça donne 169. Et comme il s'agit de carré, c'est comme ça que le moins a disparu. Et une fois que nous avons cette expression, il s'agit de l'expression qui est là. Il faut encore multiplier ça avec la pondération. Donc, on a dû prendre chaque valeur des fréquences absolues multipliée par cette valeur obtenue là. C'est ce qui nous a généré la valeur qui est là. La même chose pour la deuxième ligne. Le 64 a été multiplié par le 27 en vue d'obtenir la valeur qui est là et le 9 avec le 36 pour obtenir 324. Et c'est comme ça que l'addition de ces différentes valeurs nous a permis d'obtenir cette somme qui est là. Et les 8000
250, il a suffi juste de pouvoir diviser ça par la taille de l'échantillon qui est 150. Et donc, ça nous a donné une variance de 55 ans. Voilà comment est-ce que nous avons pu obtenir cette valeur-là. Donc, la valeur est définie avec 1 au carré, tout simplement parce que ici, il s'agissait de valeurs. Donc, ça, c'est 22,5 ans. 22,5 ans. Quand vous multipliez par l'effectif, effectivement, ça va vous donner 205,5 ans. Et le carré, c'est l'an au carré. Donc, c'est comme ça qu'on parle de 55 ans carré. Et là, nous avons affaire à la variance. Or, l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée, n'est-ce pas, de la variance. Sa racine carrée donne approximativement 7,4. Et on arrondit ça à 7 ans. Donc, l'écart type ou la dispersion est de 7 ans. Donc, quand nous observons autour de la moyenne, la majeure partie donc des valeurs se trouve autour de 7 ans, donc relativement à la moyenne observée. La dispersion n'est pas donc l'unique paramètre qui nous permet de voir. Plutôt, l'écart type n'est pas l'unique paramètre qui nous donne la vision, n'est-ce pas, de la dispersion, mais nous avons également les coefficients de variation. Les coefficients de variation, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est, n'est-ce pas, l'écart type divisé par la moyenne. Or, l'écart type, c'est 7,4 et la moyenne avait été trouvée 35,5. Et en pourcentage, après calcul, nous avons 20,8. Or, tout à l'heure, nous avons dit que si jamais nous avons la dispersion qui est supérieure, comme je vais y revenir, si la dispersion est supérieure à 17%, alors on a affaire, si le coefficient de variation, excusez-moi, est supérieur à 17%, alors on dira qu'il y a une forte dispersion. Et c'est comme ça que, exactement ici, nous avons que la dispersion est assez forte. Nous avons une forte dispersion autour donc de la moyenne. Effectivement, quand vous voyez que nous avons certaines valeurs qui vont jusqu'à 60, d'autres valeurs qui vont jusque vers 20, pendant que la moyenne est 35 et exactement la dispersion est assez. Et vous avez au niveau des TP abordé déjà la notion sur la boîte des moustaches. C'est juste une façon de pouvoir représenter, n'est-ce pas, les différentes données en faisant apparaître certaines valeurs typiques, notamment la médiane ainsi que le quartile. Ce sont là la base donc de la présentation de la boîte de moustaches. C'est une boîte, le T. Bukanga l'a dit hier, qui permet de pouvoir observer, n'est-ce pas, les comportements de valeurs prises par la variable autour de la médiane et autour de 50% de la médiane. Quelles sont les valeurs qui sont situées dans les 50% des valeurs qui sont situées autour de la médiane? Et ce sont là les valeurs qui sont considérées comme un peu les valeurs centrales. Donc, et les valeurs qui vont au-delà de ces 50%-là de la médiane sont généralement considérées comme des valeurs extrêmes qui vont pratiquement vers l'extrême, qui s'éloigne un peu donc de la bonne manière de disperser les choses. Et donc, nous avons la boîte à moustache que je peux vous apporter. Certains ont eu un peu de recherche là-dessus pour avoir une idée sur la question qui avait été posée faisant référence à la boîte à moustache. Donc ici, il est question tout simplement de commencer d'abord par déterminer les valeurs typiques suivantes. Il y a
le premier quartile qui est là, et il y a le troisième quartile. C'est la différence entre troisième quartile moins premier quartile qui nous donne l'interquartile. L'intervalle interquartile est trouvé par la différence de x 3 sur 4 moins x 1 sur 4. C'est cela la différence, la distance interquartile est définie donc par cette expression. Et une fois que nous avons ces deux quartiles ici, on peut trouver les B moins, c'est-à-dire la borne un peu, ça nous amène, c'est les paramètres qui nous donnent une référence pour calculer la borne inférieure. Et là, c'est B plus, qui est une valeur qui nous donne une référence pour le calcul de la borne supérieure. La borne supérieure, parce qu'en fin de compte, il faudrait que nous dessinions comme nous avons là. Il nous faut donc dessiner, n'est-ce pas, notre boîte à moustache. Hein, donc, c'est de cette manière, ici, nous avons là, c'est le premier quartile qui tombe là-bas. Là, c'est la médiane qui est au centre. Et puis, il y a là le troisième quartile. Ce sont là les valeurs références. On doit essayer de dessiner ces rectangles-là. Et ensuite, compléter les autres valeurs extrêmes. Là, nous avons, ce sont des valeurs extrêmes. Et là, également, des valeurs extrêmes vers la partie inférieure. Voilà, donc nous avons, pour ce faire, tout ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'une fois que nous avons déterminé, n'est-ce pas, le premier ainsi que le troisième intervalle interquartile, c'est-à-dire la différence entre troisième et premier quartile, alors à ce moment-là, on peut déterminer la borne inférieure. Ici, sur le plan de l'écriture, on vous a épargné donc des détails qui sont un peu plus complexes ici. Par rapport à la borne inférieure ici, en principe, pour le B bar ici, on prend généralement le minimum et de ces valeurs qui est générée par B bar. Et ensuite, on prend la valeur max entre le X1 ainsi que les B- qui est là. Et ici, si nous voulons, nous allons revenir à cela par rapport à l'exemple qui est donné au diapo suivant. Cet exemple-là va vraiment nous éclairer davantage là-dessus. Donc, ici, la borne est telle que toute autre valeur de la série qui lui est inférieure est considérée comme valeur extrême. Comme vous voyez là, toute valeur qui est en dessous là est considérée comme valeur extrême. Donc, par rapport à la série. Et nous avons ensuite la borne supérieure qui est donnée là, est telle que toute autre valeur de la série qui lui est supérieure est considérée comme valeur extrême. Et on identifie ensuite la plus petite et la plus grande observation comprise entre ces bornes. Donc, nous avons dans cet intervalle qui a été défini ici, prenons cet exemple-là, nous avons les valeurs qui sont définies parce que quand on élève les deux barres, en vue de pouvoir obtenir le rectangle, nous avons pratiquement une zone délimitée. Et c'est dans cette zone délimitée-là qu'on considère que nous avons affaire à des valeurs adjacentes. Hein, ce sont des donc, et les valeurs adjacentes par rapport à la distribution sont des valeurs au-delà plutôt. Hein, ça sont des valeurs adjacentes. Et les valeurs extrêmes, c'est au-delà donc des valeurs qui sont définies comme bornes inférieures et bornes supérieures. Donc, pour mieux expliciter les choses, nous pouvons revenir sur l'exemple. L'exemple est donné là.
On considère la série de données suivantes qui est constituée de valeurs. D'ailleurs, les valeurs sont déjà triées par ordre croissant parce que quand c'est déjà trié, c'est plus facile de pouvoir sortir, n'est-ce pas, la médiane ainsi que le quartile. Nous avons affaire à un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a un total de 9 valeurs de la distribution. Et de ces 9 valeurs de la distribution, c'est très facile de trouver la médiane. La médiane, il suffit de prendre le nombre d'échantillons plus 1 quand c'est impair. Hein. 9 plus 1, ça fait 10. Divisé par 2, donc ça fait 5. L'élément qui se trouve à la 5e position, c'est ce qui nous détermine, n'est-ce pas, la médiane. La médiane, donc, c'est égal à 20. C'est comme ça que nous avons les QD, c'est-à-dire à la 50e observation, donc à 50% d'observation, nous avons la valeur qui est 20. Et nous avons maintenant le premier quartile. Le premier quartile qui tombe à 15, il suffit juste de pouvoir, si nous considérons pratiquement cet intervalle, la mi-intervalle qui va de 5 à 20, dont nous avons 15 qui tombent pratiquement comme milieu de ce demi-intervalle. Et donc, c'est comme ça que nous avons le premier quartile. Et la même chose aussi, de l'autre côté, nous avons 26 qui tombent au milieu, qui constitue le troisième quartile. Et par rapport à ces valeurs qui ont été observées, le premier quartile est 15 et le troisième quartile est 26. Et donc, l'intervalle entre quartiles est de 11, c'est-à-dire 26 moins 15, ça fait exactement 11. Et en calculant les B', nous trouvons, B- plutôt, nous trouvons, ici, il s'agit, par rapport à la formule, il faut prendre, n'est-ce pas, le premier quartile, moins 1,5 multiplié par l'interquartile. L'interquartile, c'est 11. Donc, nous avons 15 moins 1,5 fois 11. Ceci donne exactement 16,5. 15 moins 16,5, c'est comme ça que nous avons moins 1,5. Et pour ce qui est des B+, on prend toujours le troisième quartile plus, cette fois-ci c'est plus 1,5 multiplié par l'intervalle interquartile 11. Et après multiplication, ceci nous avons 16,5. 16,5 plus 26, ça donne 42,5. C'est comme ça qu'on a pu obtenir les deux valeurs. Et en définissant les valeurs, donc en prenant le minimum de l'autre côté, c'est comme ça que la borne inférieure est 1,5 et puis de l'autre côté, la borne, c'est 42,5. Voilà, c'est comme ça qu'on a pu obtenir cette représentation. Voilà, nous estimons avoir pratiquement terminé avec, n'est-ce pas, les points sur le variable, donc les valeurs typiques. Nous avons vu les valeurs typiques des tendances centrales et puis les valeurs typiques donc des dispersions. Et là, nous pouvons donc démarrer avec le point 2.4 où nous avons affaire à statistiques descriptives bivariées. Mais quant à ce qui concerne la partie que nous venons de terminer là, demain, vous allez travailler encore une série d'exercices avec le CT Bukang. Donc, parce que pour asseoir correctement les données, donc la théorie, excusez-moi, pour mieux asseoir la théorie, il faudrait faire des exercices récents que vous allez essayer de parcourir en cette partie-là. En attendant, cette partie ici, sur le 2.4, je n'ai pas malheureusement pu terminer à pouvoir arranger ça, mais toutefois, je peux quand même aborder ça et vous aurez la suite des diapos arrangés au plus tard demain. Voilà, nous avons affaire à... Tout à l'heure, nous avions
parler de statistiques descriptives univariées. Là, nous n'avions affaire qu'à une seule variable. On avait par exemple la variable âge qui était étudiée, la variable salaire seule qui était, ainsi de suite. Or, il y a certaines études qui nécessitent plusieurs variables. Quand nous avons affaire à une unité statistique, donc pour chaque unité statistique, on peut relever à la fois plusieurs variables. Et il y a des études sur la régression que nous pouvons effectuer là-dessus, ou encore la régression statistique. Nous allons voir que la régression linéaire, parce qu'il y a plusieurs types de régression, et même des régressions un peu plus avancées que nous allons peut-être aborder vers la fin du cours. Mais dans ce cadre ici, avec la statistique descriptive bivariée, nous allons voir que la régression d'abord linéaire, avec la droite de moindre carré, et ensuite nous allons aussi parler donc de la corrélation. On peut voir si les deux variables qui ont été recueillies sur une même unité statistique, quand on parle d'unité statistique, il s'agit d'un individu de la population, donc sous étude. Donc, les valeurs qui ont été recueillies de plusieurs variables d'une même unité statistique, il y a lieu de pouvoir vérifier est-ce qu'on peut établir un lien, est-ce que c'est corrélé, ces variables-là sont corrélées ou pas. Voilà, c'est cela, l'essentiel, c'est que nous allons devoir essayer d'aborder sur cette partie ici, quand bien même les notes ne sont pas encore vraiment bien aménagées. Voilà, nous sommes là. Il y a deux exemples que nous avons choisi de pouvoir présenter. Dans le premier exemple, on peut par exemple avoir à étudier la taille ainsi que les poids des étudiants de l'UNIKIN pour établir s'il y a une relation entre ces deux paramètres et entre ces deux variables. Est-ce qu'il y a une relation entre le poids ainsi que la taille? Oui ou non? Et c'est une étude qui peut, en utilisant le coefficient de variation, nous permettre de pouvoir vérifier s'il y a un lien ou il n'y a pas de lien, c'est corrélé ou soit ce n'est pas corrélé. Là, c'est ça le terme technique qu'on utilise généralement. Et comme deuxième exemple, on peut, dans certains cas, chercher à vérifier si deux méthodes, par exemple, qui ont été utilisées pour faire les dosages donc dans une expérience, par exemple, d'un produit pharmaceutique, on va faire les dosages. Il y a deux méthodes, par exemple, pour pouvoir mettre au point les médicaments. Et on utilise une première méthode de dosage et une autre deuxième méthode de dosage sur le même sujet. Et on essaye ça sur le même sujet. Et on veut voir si les deux méthodes-là seront donc corrélées ou soit ne seront pas du tout corrélées. Donc, il y a moyen de pouvoir faire également une étude dans ce sens-là. Il est question ici de pouvoir s'intéresser au moins à deux variables parce que c'est bivarié. Bi, ça veut dire deux. Donc, il y a deux variables qui sont prises en considération. Et chacune de ces variables-là devra être recueillie. Donc, on doit récolter donc la modalité ou soit la valeur associée donc à chacune des variables pour chaque unité d'observation, c'est-à-dire sur chaque unité statistique. Si nous avons par exemple n unités statistiques, soit n unités d'observation, donc nous aurons les x qui aura n valeurs possibles qui ont été recueillies et y aura aussi un total de n valeurs ou mesures qui ont été recueillies sur la variable. Voilà, c'est ça qu'on doit avoir au préalable. Pour chaque unité, on obtient donc deux mesures. Il y a pour une unité, par exemple, l'unité. Prenons par exemple, première unité d'observation. L'unité 1. Donc, il y a lieu de pouvoir disposer de x1 comme valeur mesurée sous la variable x et y1 comme valeur mesurée sur la variable
Y. Comme pour notre cas ici, X1 peut représenter la taille et Y1 peut représenter donc le poids. Et donc nous aurons pour le premier individu observé, ces deux valeurs prélevées sont là. Là c'est pour IM individu, ça c'est pour Nième individu parce qu'il y a un total de N unités d'observation. Et naturellement, chacune des deux variables peut être soit quantitative, soit qualitative. On peut avoir par exemple la variable mariée. Mariée où on peut mettre 1 ou 0, soit vrai ou faux. Et donc comme différentes modalités que peut prendre, n'est-ce pas, cette variable-là. Voilà, vous allez excuser pour la suite, le diapo n'a pas été fini pour arranger ça. On va avancer ça quand même de cette manière. Et ici, nous allons essayer d'aborder ça premièrement pour la variable quantitative. Pour la variable quantitative, nous allons voir des méthodes de régression ainsi que de corrélation. Ici, il s'agira donc de la corrélation linéaire simple. Et donc ici, par rapport à la corrélation, nous avons donné l'exemple donc des deux méthodes de dosage pour un cas de test sur un groupe d'individus, le même groupe d'individus, pas deux groupes différents, même type, même groupe d'individus, et on voudrait voir est-ce que ces deux méthodes-là de dosage sont corrélées ou pas. Et donc, pour ce genre de situation, l'objectif, c'est de pouvoir prouver l'existence d'une liaison statistique. Est-ce que c'est lié ou ce n'est pas lié? Et donc, les niveaux donc, des liaisons, hein, la mesure d'intensité de cette liaison-là, c'est que la méthode donc, de corrélation et la formation. Vous allez souffrir qu'on avance avec ces diapos sans vraiment avoir fait des aménagements. Nous allons veiller sur ça. Donc, ici, nous avons ces graphiques-là qui nous permettent donc, n'est-ce pas, de pouvoir représenter des cas de figure. Et quand vous voyez dans le plan, l'élément qui est délimité là, on appelle ça souvent nuage. C'est un nuage de points. Nous avons différents points qui sont donc définis là. Pour une valeur définie sur des X, Y, à chaque point qui définit, n'est-ce pas, la valeur associée à la variable X et la valeur associée à la variable Y. Et c'est comme ça que nous avons les grands points. Ce point est constitué pratiquement du couple que nous avons vu ici. C'est le couple X avec indice I et Y avec indice I. C'est effectivement les valeurs associées à chaque point dans ces nuages de points qui est défini là. Et donc, nous avons, on appelle ça les nuages de points. Et ici, nous avons que les nuages de points que nous avons là se présentent sous cette forme-là ou encore sous l'autre forme. Et ici, on va effectivement dire que non, les variables X et Y sont liées. C'est-à-dire qu'il y a une valeur de X qui évolue sous un son. C'est pratiquement comme si on veut faire de la régression. Avec cette présentation ici, la régression donnera pratiquement une droite qui doit passer au milieu. Nous allons voir que la tendance était que quand le X évolue, n'est-ce pas, le Y aussi évolue. Ça progresse presque dans le même sens. Et également ici, quand le X augmente, c'est-à-dire on va dans ce sens, le X augmente, mais c'est le Y qui baisse. Quand le Y augmente,
c'est le X qui baisse. Donc, de toute façon, ici, nous voyons que X et Y sont corrélés. Mais tandis que pour ce genre de, il y a de faire passer une droite de régression qui doit montrer la tendance où il y a évolution ensemble ou décroissance quand l'un croît. Mais ici, pratiquement, on est dans un nuage de points où les points ne peuvent pas être représentés par rapport à une droite ou soit par une courbe déterminée qui permet de pouvoir définir le lien qui existe entre les deux. Donc, nous avons, pour ce qui est de 1, la liaison est appelée corrélation linéaire positive parce que les deux évoluent dans le même sens. Car X et Y croient ou décroît au même moment. Tandis que pour le 2, nous avons affaire à une corrélation linéaire négative parce que quand l'un croît, l'autre décroît. Quand l'autre décroît, c'est l'autre qui croît. Et tandis qu'avec la troisième forme, quand nous avons un nuage de points tel que représenté ici, il n'y a aucun lien statistique. Donc ici, les variables évoluent de manière indépendante. Pour une valeur de X, on ne sait pas déterminer quelle sera la valeur de Y, mais or, avec les estimations, il y a moyen ici de pouvoir trouver une valeur approchée, n'est-ce pas, de Y pour une valeur déterminée de X. Donc là, nous sommes dans la représentation pour voir sur le plan de la représentation, la représentation, quand est-ce qu'on peut dire que les deux variables X et Y sont corrélées ou soit ne le sont pas. Voilà, nous avons un exemple qui est donné. Je vais agrandir ça. Voilà, j'ai déjà présenté des excuses parce que c'est encore brut. Nous avons donc des mesures qui ont été recueillies ici avec deux, n'est-ce pas, variables. La variable Y définit le poids et la variable X définit, n'est-ce pas, la taille. Nous avons un échantillon constitué de 30 individus. Donc ici, nous avons, c'est le Y1, X1. Là, c'est la suite du tableau, hein, c'est tout le même tableau. En principe, ces deux colonnes devaient venir se greffer en bas pour économie d'espace. C'est comme ça que la suite de ces YI ici vient se présenter là-bas. Et la suite de... Voilà, je pense que ça va quand même, vous voyez maintenant. Là, nous avons affaire au YI, les valeurs qui représentent, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poids. Hein, la variable Y, c'est la variable qui détermine le poids. Par exemple, le premier individu a 60 kg et sa taille, il mesure 1,65 m, c'est-à-dire 165 cm. Nous avons ici l'individu 2 qui pèse 61 kg et mesure 162 cm. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir les choses. Et là, c'est la suite de la colonne YI qui est là. Donc, on peut représenter ces 30 points ici dans un plan. Il s'agit effectivement des axes orthogonaux, c'est-à-dire les axes qui sont constitués de manière à former un angle de 90 degrés. 90 degrés. Et donc ici, on n'a pas besoin de commencer avec l'échelle qui part de 0. Parce que si vous regardez là sur le plan du poids, la plus faible valeur c'est 60. On n'a pas besoin de pouvoir commencer à représenter les choses à partir de, ça c'est le poids, on peut commencer à partir de 0 et remonter. Donc, on a préféré juste commencer avec les 60.
parce que le poids le plus petit, donc, c'est de 60. Et nous avons aussi, sur le plan de la taille la plus petite, c'est 157. Hein? Donc, donc ça doit être 155, excusez-moi. 155. Et c'est comme ça que nous avons aligné les choses de telle sorte que ça, c'est l'axe de X. Ça représente, n'est-ce pas, la taille. La taille est représentée sur ces axes ici. Et là, c'est le poids, le Y. Et donc, ça, c'est l'information qui est associée au premier individu. Ça, c'est associé au premier individu. C'est l'équivalent du... Là, c'est le couple X1, Y1. La valeur de X est là, c'est 155. Et la valeur donc de Y, c'est poids 60. Donc, c'est comme ça que nous avons. Et là, c'est aussi un point qui représente un autre individu avec sa valeur ici de la taille et la valeur de son poids de l'autre côté. Et si nous comptabilisons, nous avons un tas de points. Ça nous donne effectivement un total de 30 points dans ces plans que nous avons ici. Et ces différents points-là, tels qu'ils se présentent là, c'est ce qu'on appelle nuage de points. Et quand vous regardez un peu la tendance, quand on essaie de représenter ça, effectivement, on peut déjà dire qu'il y a une corrélation qui existe, une corrélation linéaire. Et puis, c'est positif parce que quand le poids augmente, nous avons donc, et quand la taille augmente, il y a aussi le poids qui augmente. On a tendance à pouvoir augmenter ensemble. Moyen de pouvoir faire passer même une droite de régression qui va nous donner l'écart moyen entre la droite qui est définie pratiquement comme bisectrice à ces différents points. Avec la droite, on va nous trouver un écart moyen entre la droite ainsi que tous les autres points. C'est ce que d'ailleurs nous allons voir dans la partie, n'est-ce pas, régression. La droite de régression linéaire. Voilà, donc nous avons, avec ces nuages de points-là, on parle de corrélation multiple lorsque le nombre de variables est supérieur à 2. Là, avec la corrélation multiple, ici, il y a des méthodes d'analyse des données qui permettent de pouvoir traiter de cela. Il y a beaucoup, donc, il y a moyen de pouvoir utiliser l'analyse factorielle des correspondances, l'analyse en composante principale, et il y a d'autres méthodes, effectivement, qu'on utilise dans le cadre donc, de l'analyse des données. Alors, nous passons au diapo suivant. Voilà, nous avons maintenant ce qui suit. S'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Oui, il y a une question. Je vois Dr Stani Mukendi voulait poser une question. Ok, Dr Stani, je vous écoute. C'est par rapport à la diapositive numéro 62, là où vous expliquez les trois corrélations. Corrélation Oui. positive, négative, et s'il y a aucun lien, les variables évoluent de manière indépendante. Par rapport aux figures 1, je n'ai pas compris comment vous avez dit que la taille est le bon. L'axe des X et des Y évolue de même façon. Ok. Ici, généralement, on regarde à l'allure de points, la manière dont les points sont présentés donc dans le plan. Si vous regardez là, les différents points ici, les nuages de points là, chaque point représente l'information recueillie sur un individu, donc, où nous avons l'information sur
la valeur de la variable x et la valeur ici de la variable y. C'est-à-dire, si on veut dessiner, prenons par exemple que la valeur de x tombe là, et alors on doit tracer en pointillé jusqu'à remonter vers le haut, c'est-à-dire une droite qui pourra être définie comme ça. Et si la valeur associée à la variable y en rapport avec le même individu tombe par exemple là, on doit tracer comme ça, et le croisement de la droite qui monte et l'autre qui est horizontale, c'est ça qui nous détermine la position, qui définit le point en rapport avec les informations sur l'individu concerné. L'information sur la variable x et l'information, donc la mesure plutôt sur la variable y également. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure que la valeur de y augmente, la valeur de y augmente en montant là-bas, et la valeur de x augmente en allant dans ce sens. Et si vous regardez bien, les valeurs qui sont là, ce sont les valeurs les plus faibles pour x et pour y. Et quand on avance dans le sens de x, les valeurs qui sont là nous définissent pratiquement un y qui est aussi plus élevé. C'est-à-dire, pour une valeur de x qui augmente, et sa valeur correspondante de y aussi augmente. Et c'est comme ça que nous avons affaire à une corrélation linéaire positive. Donc, la croissance augmente de manière positive dans le même sens. Tandis que ici, si les valeurs de x augmentent, alors à ce moment-là, nous allons le point descendre. Donc, c'est la valeur de y qui descend. Pour une valeur de x, par exemple, qui est là, ça nous renvoie vers un y qui est pratiquement vers le bas. Tandis que pour une valeur de x qui est faible, ça nous renvoie vers une valeur de y qui est plus élevée. Et donc, à ce moment-ci, la variation de x influence la variation de y, mais de manière négative, de manière décroissante. C'est comme ça qu'on parle de corrélation linéaire négative. Et si vous regardez la forme que nous avons ici, excusez, c'est là. Si vous regardez par rapport à notre graphique qui est là, vous allez voir, ça c'est les nuages de points. Ça, ce sont les différents points que nous avons. Et donc, il y a moyen de pouvoir associer ça. Si on veut délimiter ça, vous voyez que nous avons aussi pour toute valeur de la taille qui augmente en allant dans ce sens. Et exactement, nous avons la valeur du poids aussi qui augmente. Pour une valeur faible de poids, plutôt de taille, il y a aussi une valeur faible de poids. Donc, c'est la tendance, la forme générale qui intéresse plus, où nous voyons une croissance dans l'ensemble. Et c'est comme ça que nous avons dit ici que nous avons affaire à une corrélation linéaire positive, parce que pour l'augmentation, n'est-ce pas, de la taille, il y a également l'augmentation du poids. Voilà, donc nous pouvons passer au diapo suivant. C'est là que nous allons voir comment est-ce qu'on essaie de pouvoir établir les liens entre les différentes. Nous avons dit ceci qu'il y a une observation qui a été effectuée sur un ensemble d'individus constitués donc où nous avons deux variables sur lesquelles on prend des mesures. Et nous avons donc pour notre cas x qui est la première variable et y qui est la deuxième variable. Et on voudrait commencer d'abord par analyser comme dans le cas de la statistique descriptive univariée. Là, on pouvait considérer la taille, c'est la seule, et on pouvait aussi, pour notre cas précédent ici, donc considérer le poids de manière unique, mais donc c'est la seule. Hein. Si on veut maintenant, par rapport aux valeurs typiques que nous avons vues tout à l'heure, il y a moyen de pouvoir calculer la moyenne de la première variable et la moyenne de la deuxième variable. C'est-à-dire, on peut, par rapport à la liste de la distribution, par exemple, si nous rentrons là, ça c'est la distribution sur le poids et là c'est la distribution sur la taille. Il y a moyen de pouvoir faire seulement la somme de tous ces
30 valeurs et diviser ça par 30 pour trouver le poids moyen. Il y a moyen aussi de faire la somme de toutes ces valeurs ici qui représentent, n'est-ce pas, la taille et diviser ça par 30 pour trouver la taille moyenne. Donc, nous avons, c'est ça exactement, il y a moyen de pouvoir trouver la moyenne de la première variable et la moyenne de la deuxième variable. Et la même chose aussi, la variance de la première variable et la variance de la deuxième variable. Et là, ce sont des valeurs typiques qui sont considérées comme des valeurs typiques marginaux. C'est-à-dire, donc, nous avons donc, excusez, ça doit être des valeurs typiques marginales. Hein. Bon, nous allons arranger ça. Ce sont des valeurs typiques marginales. Parce que nous avons, c'est par rapport à la définition donc des choses. Malheureusement, excusez, je peux rentrer. Hein? Il y a un schéma, un tableau qui peut nous aider à mieux comprendre ça. Tableau à 2 entrées. Hein? Quand on avait parlé de différents types de tableaux, on avait parlé de tableau de 2 entrées. Voilà, nous avons ici le tableau de 2 entrées ici. Si on veut par exemple faire l'étude sur l'âge et l'étude sur le sexe. Avec ce tableau de 2 entrées ici, il y a moyen de pouvoir calculer par rapport à la marche, il y a moyen de pouvoir par rapport aux effectifs. Les effectifs ici sont des effectifs marginaux. Donc c'est associé juste à on peut associer ça et il y a moyen de pouvoir par rapport, par exemple, prenons bon, là où c'est beaucoup plus clair, hein, nous avons par exemple pour le sexe masculin, il y a ce total ici et pour l'autre, il y a le total. Et par rapport à cet intervalle d'âge, nous avons comme effectif total 19. Par rapport à cet intervalle, nous avons comme effectif 32. Donc ici, ce sont des valeurs qui sont définies de manière marginale. Et ici, c'est maintenant la valeur totale. Le total d'individus, donc, qui, peu importe le sexe, peu importe la catégorie d'âge, donc la valeur totale est là comme effectif général. Donc, il y a ici lieu de pouvoir parler effectivement par rapport à la variable X et par rapport à la variable Y. Voilà, nous sommes là. Donc, par rapport à la variable X et par rapport à la variable Y, il y a moyen de pouvoir définir la variance marginale, c'est-à-dire la variance qui est associée uniquement à une seule variable. Et la moyenne marginale, c'est celle qui est associée aussi à une seule variable sur les 2 variables qui sont prises en considération. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir calculer la covariance. Cette covariance ici qui est assez importante et ensuite le coefficient de corrélation. C'est ce coefficient de corrélation qui peut déterminer est-ce que ces 2 variables sont corrélées ou soit ces 2 variables ne sont pas corrélées. La covariance de 2 variables X et Y, c'est défini par cette formule. Covariance de X et Y. Ici, on peut noter ça, c'est pratiquement comme là, tout simplement la variance. Ici, c'est un peu comme la variance, mais là, pour le cas que nous avons ici, nous avons cette expression ici qui est prise 2 fois. C'est-à-dire, c'est comme nous avons xi moins la moyenne de x multiplié par xi moins la moyenne de x. Tandis que pour ce qui est de la covariance, on ne prend pas le produit, donc on ne prend pas le carré ni de xi ni de yi, mais on prend chaque expression une seule fois multipliée par l'autre. C'est-à-dire la différence entre xi et la moyenne de xi et yi comme deuxième variable moins la moyenne de yi. Voilà.
C'est comme ça qu'on calcule ça. Ce n'est plus comme la variance était calculée au départ, mais ici, cette expression ici est décomposée en deux et on prend chaque fois chaque valeur, chacune des variables qui intervient donc dans ce cas ici. Donc, ceci nous donne l'information sur la manière dont les deux variables évoluent donc ou soit sont éparpillées par rapport au nuage de points. Après avoir décelé graphiquement la corrélation entre deux variables, ici maintenant on va utiliser les coefficients de corrélation comme je l'ai dit. Et il y a plusieurs formules qui sont utilisées, mais la formule la plus simple que nous allons prendre en considération est la suivante. Il suffit juste de pouvoir prendre la covariance, ok? Ici, c'est la covariance qui est prise en compte, divisée par, là, nous avons les écarts types, la racine carrée de chaque variance. Si vous regardez, il y a la première variance qui est là, de la première variable, et la variance de la deuxième variable. On ne prend que les écarts types, c'est-à-dire la racine carrée de SY carré et la racine carrée de SY, donc YX. C'est juste ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de calculs à faire. Et avec ça, nous avons effectivement la facilité de retrouver, n'est-ce pas, le coefficient de variation. On calcule ça. Et nous avons ensuite le coefficient de détermination. Ça, c'est tout simplement le carré du coefficient de corrélation. Il suffit de mettre ce premier membre au carré, naturellement aussi le deuxième membre devra être au carré. Et étant donné le carré, c'est ce carré-là qui se répercute de part et d'autre. C'est ça qu'on appelle coefficient de détermination. Mais la base, c'est d'abord le coefficient de corrélation, avant de pouvoir trouver son carré qui est défini par le coefficient de détermination. Donc, si on veut écrire ça de manière un peu plus détaillée, il suffit juste de pouvoir remplacer cette expression par sa valeur qui est là. Et nous avons les deux autres qui sont des écarts types de variance. Il suffit de prendre racine carrée de cette expression et racine carrée de l'autre expression. Et c'est ce qui nous détermine les écarts types qui sont là. Y a-t-il une question? Non. Voilà. Donc, nous avons, une fois que on ramène donc l'expression, ça c'est le coefficient de corrélation. Le coefficient est là. Il suffit juste de pouvoir développer ça et ça nous donne exactement ce qui est là. Nous avons là, c'est la racine carrée de la variance de la première variable x et là, la racine carrée de la deuxième variable x. Étant donné que nous avons racine carrée, on peut mettre le deux sous un même signe de racine carrée. Ça sont les opérations des mathématiques, c'est facile à pouvoir comprendre. Si vous avez A exposant 2, multiplié par B exposant 2, on peut écrire ça aussi comme A fois B, entre parenthèses, le tout exposant 2. Hein, ça s'écrit sans problème de cette manière. Et la démonstration ici avait été, donc c'est facile à pouvoir démontrer. Ceci, tout simplement, c'est la covariance. C'est l'expression de la covariance, mais ici de manière un peu plus simplifiée. On préfère bien chez nous en informatique représenter les choses de cette manière ici, parce qu'avec cette formule, il y a facilité de pouvoir écrire un petit programme où nous allons, après la lecture des différents XI et des différents YI, la machine va de soi-même s'élancer pour pouvoir faire le produit ainsi que l'addition, et toutes les opérations vont être effectuées assez rapidement. Des boucles où on fait des opérations d'addition ou des opérations de multiplication. Voilà, donc, et maintenant, après le calcul de R,
C'est là que nous avons l'interprétation. Première chose, R est un nombre pur, c'est-à-dire qui n'a pas d'unité. Effectivement, quand vous essayez de diviser les différentes valeurs, par exemple, dans notre cas, nous avons dit que le X, il représentait le poids, la taille, excusez-moi, dans l'exemple précédent, c'était la taille, et le Y, il représentait le poids. Quand on fait la multiplication entre la taille et le poids, on ne sait pas lui associer une unité et dire par exemple ça sera le mètre ou ça sera le kilo. Non, il n'y a pas d'unité là, c'est le premier élément. Et puis c'est après calcul, la valeur doit toujours être située dans l'intervalle allant de 1 à 1. Après, même sur le plan de la démonstration mathématique, on montre facilement que la valeur ne peut pas dépasser 1 ou ça ne peut pas être en dessous de moins 1. Et enfin, nous avons donc les valeurs limites, c'est moins 1 et 1. Si nous avons R qui prend l'une des valeurs limites, ou soit c'est la valeur moins 1, ou soit c'est la valeur plus 1, et donc là, il s'agit d'une corrélation parfaite. La corrélation donc est parfaite. Et dans le cas où nous avons en valeur absolue, ici c'est la valeur absolue. Valeur absolue voudrait dire quoi? Voudrait dire que la valeur de R ici peut être même moins 8, donc moins 0,8, moins 0,9. Et alors quand on prend moins 0,8, sa valeur absolue, ça fait 0,8. Moins 0,9, sa valeur absolue, ça fait 0,9. Ce sont des valeurs qui sont supérieures à 0,75. Et effectivement, ici, quand c'est égal à plus 1 ou moins 1, on dit que la corrélation est parfaite. D'où les valeurs qui sont supérieures à 0,75 sont des valeurs qui sont proches de la corrélation parfaite. Et donc, quand même la corrélation n'est pas parfaite, alors ici, on va tout simplement dire que les deux variables, entre deux variables qui ont été prises en considération, la variable X et la variable Y, nous avons une liaison statistique plutôt qui est significative. Donc, il y a une forte corrélation, c'est vraiment fortement corrélé. C'est-à-dire quand X croît, Y aussi croît vers la même tendance, ou soit décroît pratiquement donc sous un rapport. Il y a un certain rapport de croissance entre les deux. Mais dans le cas où maintenant, la valeur qui a été calculée est inférieure à 0,75, 0,75, donc ça peut être une valeur négative, c'est-à-dire comme moins 0,5, moins 0,3, peu importe, mais tout de même, si on prend ça en valeur absolue et que c'est 0,75, là, la corrélation est faible. C'est faiblement corrélé, tout simplement, ce qu'on doit dire. Voilà, donc, ce sont là les différentes expressions qui nous permettent de pouvoir faire donc la comparaison, l'étude entre deux variables différentes qui ont été donc prélevées, dont les valeurs ont été prélevées sur des mêmes unités d'une population. Et il ne faut pas que ça soit, par exemple, les tests ont été faits sur des échantillons différents. Donc là, on ne peut pas effectivement faire une bonne étude de corrélation. Il faudrait que ça soit tiré sur le même individu. Où nous prenons, par exemple, on veut voir est-ce que, par exemple, le poids ainsi que l'âge, le poids, ainsi que oui ou non, on essaie de prélever effectivement là sur les deux valeurs là sur un ensemble donc de données statistiques, même ensemble de données statistiques. Voilà. Donc nous avons les variables qualitatives. Bon, je pense que je
veut demander une dérogation parce que l'État est assez clair, hein, donc je dois devoir y revenir parce qu'il faudrait vraiment qu'on arrange ça. Pour aujourd'hui, nous pouvons donc nous arrêter à ce niveau ici. Demain, avec le CT Bukanga, vous allez travailler des exercices complémentaires, hein? Beaucoup d'exercices à dire sur le chapitre 2, le point 3.2. Hein? Il vous faut donc travailler vraiment des exercices avec lui. Et en attendant, ça va me permettre de pouvoir arranger les notes. Je vais vraiment faire un essai pour que tout soit mis au point donc, avant la séance prochaine. Donc, ensemble avec moi, nous allons nous retrouver le vendredi. Et ça tombe bien parce que demain également, je cours en pharmacie. Donc, s'il y a éventuellement des questions, vous pouvez les poser, mais il y aura suffisamment de lumière avec les exercices. Je vais me demander au CT pour que vous puissiez même aborder des exercices sur cette partie-ci, sur la corrélation. Il y a des exercices assez intéressants dans les différents domaines qui vont vous intéresser. Oui, professeur. Je vois, il y a une question. Docteur Babi Ekumbo. Oui, docteur Babi. Oui, professeur. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport avec la covariance. Sur Excel, Oui. je vois souvent on écrit covariance de Pearson et d'autres covariances. Je ne sais pas quelle est la nuance entre les différentes covariances. Oui. Et puis la deuxième question? La deuxième, c'est par rapport avec ce qu'on a déjà vu. Hier, en révisant ce qu'on a fait, j'ai vu que c'est écrit quelque part que la moyenne est sensible aux extrêmes. J'allais comprendre ce que ça veut dire. Voilà. Bon. Je veux... Ok, je veux... Si on peut fermer les... Voilà, ok, c'est bon. Je vais répondre à vos deux préoccupations. La première préoccupation, c'est en rapport avec la covariance. Effectivement, vous voyez, il y a même au sujet de la moyenne, hein, même au sujet de la moyenne, nous avons dit qu'il y a, en dehors de la moyenne arithmétique, nous avons aussi également la moyenne géométrique et il y a aussi la moyenne harmonique. Hein, donc, il y a différents types de moyennes, effectivement, mais ces valeurs-là divergent. Tout dépend effectivement de la nature de distribution avec laquelle on a affaire. Mais dans le cas pratique, on utilise beaucoup plus la moyenne arithmétique. Et également, pour ce qui est de la covariance, si vous voyez, au niveau donc de la formulation mathématique, quand bien même la covariance, c'est tout simplement une variance, mais qui n'est pas basée sur la même variable, mais c'est plutôt le calcul d'une variance qui est basée sur plusieurs variables à la fois. Et dans le cas ici, des statistiques bivariées, donc nous avons une variance donc, qui est basée sur deux variables différentes. Hein, donc, et en mathématiques, on appelle ça seulement un moment d'ordre, ou même en physique. C'est tout simplement un moment d'ordre, donc un moment plutôt d'inertie d'ordre 2, un moment d'inertie d'ordre 2. Mais ici, maintenant, c'est défini par rapport à deux points pour lesquels il faudrait évaluer la distance. Et c'est comme ça qu'avec les autres auteurs, eux, ils calculent cette covariance, mais en modifiant les formules qui est généralement utilisée, que nous avons présentées ici. Il y a une petite nuance sur le plan effectivement de la formule. Ça donne des valeurs un peu plus égales, qui sont un peu plus différentes de la valeur que l'on retrouve avec effectivement la méthode ou la formule qui est proposée ici. Et quant à ce qui concerne la deuxième question, concernant donc la moyenne, effectivement la moyenne, quand on calcule la moyenne, c'est en fonction des valeurs de la distribution.
c'est considéré comme la valeur centrale qui représente pratiquement la valeur mulier, donc un peu comme mulier donc, de cette distribution-là. Sur le plan de la physique, c'est un peu comme ce qu'on entend par le centre de gravité. Le centre de gravité. Dans un système donc, statistique, là, on va faire un nuage de points. Quand on calcule la moyenne, c'est pratiquement comme la valeur qui représente la concentration donc, de toutes les autres valeurs qui sont définies dans le nuage de points. Et ça dépend des auteurs. Mais ce que je sais, ce sont les autres paramètres qui sont beaucoup plus influencés par les valeurs extrêmes. C'est comme, par exemple, l'étendue. L'étendue, là, on ne prend que les valeurs limites et on soustrait ces valeurs limites. Et là, même s'il n'y a qu'une seule valeur qui s'est vraiment éloignée comme valeur max et puis une autre comme valeur min, là, ça influence beaucoup plus le résultat que l'on va obtenir. Tandis qu'avec la moyenne est évaluée sur l'ensemble des valeurs. Et ces valeurs limites-là, si elles sont, là peut-être dans le cas des statistiques des extrêmes, dans le cas où la valeur limite s'éloigne de plus en plus de la valeur des autres valeurs. Prenons par exemple que vous avez une distribution avec des valeurs qui tournent autour de 20 à 50. Mais subitement, il y a une valeur là qui représente, et vous allez voir effectivement que le centre ne sera plus autour de 20 et 50, ça pourra peut-être s'éloigner, aller vers 80 à cause de cette valeur extrême. Là, ce sont des cas, et pour ce genre de situation, il faudrait que l'on puisse vérifier est-ce que c'est une valeur réelle ou soit c'est une valeur fictive qui risque de ne pas biaiser la suite de l'analyse. Je crois que je me suis fait comprendre. Oui, professeur. Bon, il n'y a plus d'autres questions. Oui, professeur, il n'y a plus de questions. Donc, ok, ça va, merci. Donc, demain, prenez rendez-vous avec le CT Bukanga pour la suite de l'exercice. Et moi-même, oui. je serai le vendredi. Ok, bon, merci. À demain. Merci et bonne journée, professeur. Oui, chers collègues,